Ça évite qu'on l'ait après. Et Sophie, Marie, Sophie, Catherine, Anne, Monica. Monica, Quentin, Marie Lebec, tiens, Marie-Sylvie. Elle va encore crever, mais on va à la fin du mois pour prendre contact avec Anouk, savoir si elle a fait le non. je vais laver les mains. C'est le produit qui va montrer. Et voilà, et on va s'offrir. On a fait des belles images en tous les cas pour diffuser. Ouais, c'était beau ça, mais les gens, ils m'ont renvoyé des trucs en disant que les affiches étaient superbes. Voilà, Même toi, quand tu fais de la publicité pour toi, c'est très joli. Ah oui. On essaye de s'améliorer. Ah oui, et puis on est améliorable. Oui, grandement. c'est clair. Grandement. Alors, est-ce que tu es bien centré sur ton écran? Ouais, Voilà, ouais. très exactement à 18h30. On va faire rentrer tout le monde. Je ne sais pas si on peut le faire tout d'un coup. Admettre tout. Admettre tout. On va faire ça. À 18h30, on respire. On leur donne 18 participants. Donc, nous trois, ça fait 15. Ouais, c'est bien. 17. Ça augmente. Ouais. Après, Bah, tu c'est bien verras. comme première déjà. C'est chouette pour vous. Ouais, et puis pour toi aussi, parce que ça va te faire. Voilà, et les gens vont te connaître. Bien sûr, bien sûr. Plus, ils vont arriver, ils vont être tous. Alors, il faut voir ce que ça va donner. Ils vont être tous en image autour de ça. Ils vont le voir, ils vont voir l'écran. Puis ils vont voir ce qui serait peut-être bien, je ne sais pas comment ce serait possible, de voir Quentin et après de mettre ton PowerPoint en route. Ce serait possible, Quentin? Pour moi, ouais, d'accord. Je vais essayer. Ok. C'est-à-dire de le mettre, voilà, démarrer comme ça. Et Ouais, puis, on va présenter l'arbre d'amour et d'alchimie. ouais. Et voilà, c'est une grande première pour nous quand même. Oui, ben oui, quand même. C'est une grande première d'organiser et d'accueillir quand même l'arbre d'amour et d'alchimie qui est le nid du symposium. Et oui. On va mettre un peu les choses à plat autour de ça. Est-ce que la lumière est bonne de ton côté? Moi, je trouve que c'est bien pour toi de ton côté. On a Moi, lancé c'est. l'enregistrement déjà. Ouais, j'ai vu. Voilà. OK. Donc ça, c'est bien. Et comme ça, on pourra, si tu le souhaites, après, te l'envoyer. Ok, super. On n'a pas besoin de le garder. Par contre, peut-être on mangera des morceaux de temps en temps pour faire une pub ou un question-réponse, tu vois. On ira te chercher Mhm. des morceaux. On le découpera, on le donnera à Mathilde, elle fait ça très bien. On est à 24. Hein. Tu le vois, le nombre de participants sur le côté? Bah non, c'est vous l'autre en fait. Donc moi, je vois pas. C'est très bien. Ça augmente, c'est bien. Nous, on va les laisser arriver. Ils ont encore 1 minute pour arriver. Et après, ils seront en retard. C'est bien de dire le nombre comme ça un petit peu à la fois. On a l'impression que ça fait téléthon comme ça. C'est chouette. Non, mais c'est bien, ça monte, ça monte. On s'est donné du mal pour. Attention, on va admettre. OK? Ouais, très bien. Super. Tout le monde est là. On doit arriver, regardez comme on est heureux de vous accueillir tous ce soir. Voilà, on va avoir tous les
désactiver tous les sons et on aura que celui de Peut-être. Quentin qui sera ouvert. Voilà. Le son de tous les participants, sauf celui de Quentin qui sera ouvert. Voilà. Par contre, vous continuez à arriver et on est très heureux de vous accueillir pour la première fois. Bonjour Marie. Bonjour Catherine. Noël. Bonjour Léonore. Bonjour Sophie. Bonjour Monica avec un K. Bonjour Myriam. Bonjour Pascal. Pascal, de matin comme de nuit, est avec nous. Patricia, bonjour Michel. Bonjour Bonjour. Pascal. À quelle heure il est chez Pascal, mais Il est C'est normal midi que j'ai un écran noir. ça va, c'est bien. Quelqu'un a un écran noir. Il faut peut-être allumer ta caméra. Voilà. La caméra est allumée. Bon, alors ça vient, je ne sais pas. Saskia, bonjour. Nathalie, bonjour. Qui on a encore? Sylvia. Ah, on a Jos Sacco aussi. Laura, Laura, bonjour Laura. Catherine, Nathalie qui dit bonjour. Là. Et Quentin avec Anaïs. Et oui. Qui est là et qui soutient son Quentin, c'est normal. Bien. Alors, il faut savoir, c'est quand même une grande première, hein, Dominique, pour notre arbre d'amour et d'alchimie. C'est bien la première fois que nous organisons une conférence comme ça, en ligne. Alors, soyez indulgents, parce qu'on va sûrement faire des erreurs techniques. Puis, on apprendra de nos erreurs. Et on espère bien que cette très belle conférence va vous ravir et qu'elle sera suivie de nombreux autres. Oui. Arbre d'amour et d'alchimie, c'est une association qui a vu le jour cette année. oui. Et autour de la préparation du symposium 2026, c'est en fait, elle va devenir le nid des symposiums. Alors, on est content parce que nos symposiums ont un joli nid, plein d'alchimie et plein d'amour. Et on va vous proposer de manière assez régulière de nous rencontrer autour d'un conférencier. Là, vous connaissez Quentin, si vous étiez avec nous en 2026. C'est lui qui vous a proposé ce merveilleux jeu qui s'appelle l'Arbre Soleil. Et puis, Quentin, qu'est-ce qu'il va nous faire ce soir? Alors, Quentin va nous faire une conférence et déjà, on a reçu quelques questions sur trouver sa place, rupture de filiation. Et donc, pour vous présenter Quentin en quelques lignes et puis lui laisser la parole, Quentin est analyste transgénérationnel, thérapeute d'orientation analytique, conseiller conjugal, formateur en psychogénéalogie, et il s'est consacré vraiment à l'accompagnement des personnes et à l'exploration des dynamiques familiales, des loyautés invisibles et des transmissions entre générations. Avec Anaïs Aliagas, il a co-créé le jeu thérapeutique L'Arbre Soleil, un outil original qui permet d'explorer l'histoire familiale de manière vivante, symbolique et créative. Passionné par la compréhension des liens et des histoires invisibles qui façonnent nos vies. Quentin nous invite aujourd'hui à porter un nouveau regard sur nos histoires et ses ressources pour trouver sa place. Merci Quentin de faire cette première avec nous. Ok. Nous avons encore 2 personnes qui viennent d'arriver. Merci. Eh bien, la parole est à Quentin. Nous n'avons plus rien à vous dire pour l'instant. Merci Noël et merci aussi à Dominique. Je vais essayer de partager mon écran et de faire en sorte que vous me voyez toujours. Vous allez me dire si oui ou non vous voyez l'entièreté de mon écran. Oui? Oui. Parfait. Super. Bon, ben ça c'est déjà une bonne chose. Alors, tout à l'heure on était moins nombreux, hein, donc c'était un peu plus pratique, mais c'était moins gai aussi. Donc,
Merci pour la présentation aussi, c'est bien comme ça vous pouvez un petit peu me situer. Alors effectivement ce soir on va parler de la question de la place et de la question des ruptures de filiation et comment ces ruptures peuvent quelque part s'imprimer sur nos racines, sur notre histoire. Et plus particulièrement on va parler de l'abandon et de l'adoption. Alors, mon travail, de manière générale, si on devrait trouver une forme d'intérêt particulier en transgénérationnel, c'est sur les dettes invisibles et évidemment sur l'adoption. Et finalement, quand on parle d'adoption, quand quelqu'un vous dit ah, mais moi j'ai été adopté ou ben, mes parents sont mes parents adoptifs, il y a, je pense, une réalité qui est contenue dans une autre et qu'on aborde un peu moins. C'est la réalité de l'abandon. Hein. Quand on dit j'ai été adopté, on oublie très souvent, ou alors oui, on peut masquer un peu cette notion-là. Et pourtant, ça a une importance capitale, la question de l'abandon. On en parle ici dans le titre. L'intérêt de la proposition de ce soir, c'est qu'on va voir comment les mécanismes qui sont à l'œuvre et du côté de la famille biologique et du côté de la famille adoptive viennent être agentifs du côté de l'adopté concernant notamment ces problématiques de place. Alors la problématique de place, si vous vous intéressez à la psychogénéalogie, c'est vraiment un thème important, c'est un thème qui revient souvent, trouver sa place, la recevoir, la prendre, la choisir. Il y a des gens qui veulent la gagner, et il y a des gens qui regrettent de l'avoir perdue. Parfois, il y a même des gens qui veulent la payer, cette place. La question de la place, place d'enfant, place de mère, d'épouse, place de thérapeute, c'est donc un macro-thème dans le champ de la psychogénéalogie. Et cette place, est-ce qu'elle est liée à la naissance? Est-ce qu'elle est liée à la naissance ou est-ce qu'elle est dévolue? Florian, Est-ce qu'elle nous est dévolue Florian, bien avant? elle apparaît pas. Est-ce que vous voulez bien couper tous vos micros, s'il vous plaît? Ouh, Merci. elle apparaît pas. C'est où? Hop, 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 hop. C'est ça. Quoi? Ça là, tu appuies sur le. Merci de Attends, couper laisse-moi vos le temps. micros. Oh. Je crois que tu peux la Ça, faire, ça, toi, j'enlève. Noël. Oui, ça tu l'enlèves. Putain, il n'y a pas de temps. Non, c'est Et t'as un micro au moins? Ah, moi, je n'ai pas parlé. Hein. Moi, je les écoutais. Hein. T'as pas de caméra non plus. Mais... Voilà. Voilà, le micro est coupé. Voilà, c'est Ok. bon, le micro. Merci. C'était Florian qu'elle a appelé, Sylvia? Hein? Elle a appelé Florian. Florian vient peut-être de prendre sa place. Enfin, je ne sais pas. J'espère que tout se passe bien du côté de Sylvia et Florian. Et donc, on va partir de cette idée de la place et de cette notion de place qui n'est pas anodine quand on parle d'abandon. Parce que finalement, la naissance, que l'on soit abandonné plus tard ou à la naissance, ça a un prix. On ne naît pas n'importe où, n'importe comment, et on ne naît pas forcément gratuitement. Je vais expliquer ce que je suis en train de dire. On utilise le mot naître pour parler d'un bébé, évidemment. On peut aussi dire qu'un projet va naître, qu'une idée va naître, mais en fait, naître, c'est jamais un acte neutre. On va naître dans une langue, dans une histoire. On va naître aussi dans les attentes de quelqu'un, dans les attentes peut-être d'un couple ou pas du tout attendu. Ça arrive aussi. En tout cas, toute naissance a un coût. Elle coûte quelque chose puisqu'elle vient quelque part changer l'équilibre d'une situation. Alors, ça peut changer l'équilibre dans une situation de fratrie. C'est un thème aussi qui m'intéresse. Ça peut aussi changer l'équilibre d'un couple et ça peut aussi, selon le fait que la grossesse ait été attendue ou pas, ça peut carrément hypothéquer les projets professionnels d'une personne, les trajectoires de vie. Il y a aussi du côté de l'enfant, là, que quand on est dans le contexte de l'adoption, la naissance peut avoir un coût de séparation. Ce n'est pas un coût anodin, c'est pas la même chose que sortir uniquement d'un ventre. Il y a une autre séparation. Et si on est dans le registre de l'adoption internationale, il y a dans ce coût une forme d'exil qui vient s'imprimer et qui vient peut-être diminuer ou en tout cas estomper la dimension transculturelle qui agit au travers des racines. Mais qu'est-ce qui vient au monde finalement quand on naît, hein? Lorsqu'une naissance a lieu, qu'est-ce qui va être perdu? Est-ce que l'on va perdre un statut? Est-ce que l'on va donner
un statut nouveau à la mère qui devient grand-mère? Est-ce que l'on va quelque part essayer de conserver certaines transmissions ou est-ce qu'on va confier un mandat transgénérationnel à son enfant ou à l'enfant qui arrive? C'est toutes ces questions-là qui vont aujourd'hui, en tout cas ce soir, être abordées. Alors, le, la prestation ce soir, on va parler comme ça, on va dire que je la divise en 3 temps. Il y aura un temps où on va commencer par un tout petit expérientiel. Je vais vous demander de vous mettre en condition par rapport à ça pour vivre vraiment l'atelier. Après ça, je vous proposerai rapidement un cas clinique qui est en lien avec les problématiques de place et d'adoption. Et ensuite, je vous donnerai, si on a encore un peu de temps, quelques petits concepts pour lire les situations. Et je crois qu'après, Noël et Dominique pourront animer le débat avec des questions-réponses. Ça vous va? Bon, bah, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix, je crois. Merci, Euh, Quentin. Pour l'expérientiel que je vous propose, je vous invite évidemment à couper vos micros si ce n'est pas encore fait, peut-être à vous installer dans un lieu où il n'y aura pas de passage, mais également vous munir d'un crayon et d'une feuille de papier pas trop grande, hein. Faudra prendre un moment, un peu note, mais vous allez voir, ça va aller assez vite. Ce serait une visualisation, donc si vous savez être concentré, diminuer tous les bruits parasites, ça peut être quelque chose qui va favoriser l'expérience. Donc on n'en a pas pour très longtemps. Et après cette expérience, ben, si quelqu'un veut partager ce qu'il a vu, je proposerai de l'accompagner pour essayer de travailler ça avec lui ou avec elle. C'est clair? Super. Alors, il faut que vous sachiez, Noël et Dominique, c'est que moi, je ne vois, puisque pour des raisons techniques, je ne vois que 5 personnes, y compris vous. Donc, je ne vois pas tout le monde. Et si quelqu'un veut interagir, il devra soit de passer par le chat, soit de vous. Mais moi, j'ai pas une vue sur les autres. Ça va? Oui. Ok, bah alors on va commencer. Installez-vous confortablement. Je vais couper ma caméra, comme ça vous ne me voyez pas, vous n'entendez que ma voix, rien que ma voix. Et puis, euh, et puis comme ça, l'expérience sera vraiment un peu plus immersive. Alors l'objectif de cette expérience, c'est de créer progressivement, ensemble, une trace visible de votre vécu intérieur. Et ce vécu intérieur, il va aller se nourrir de vos sensations, peut-être même des tensions invisibles. Et dans les coulisses de ces éléments, les dynamiques d'appartenance et de loyauté. Parce que avant même les souvenirs, il y avait des sensations. Et c'est à ces sensations qu'on va se connecter à présent. Vous avez les yeux fermés. Peut-être visualisez-vous un endroit, peut-être le vide. On se concentre sur ce qui advient en toute sécurité et en toute sérénité. Et on lâche les injonctions. On lâche les injonctions à absolument voir quelque chose. On se laisse porter. Vous êtes dans un endroit qui attire votre attention. C'est un endroit agréable. Il vous plaît pour son calme, pour sa douceur. Et dans cet endroit, si vous êtes un peu plus attentive, peut-être vont vous parvenir des odeurs. Une odeur familière qui vous plaît. Peut-être l'odeur de la cuisine. L'odeur de la lessive qu'utilisait une personne qui vous est chère. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Et sur votre peau, que ce soit sur votre joue, sur vos bras ou dans votre main, vous reconnaissez peut-être un doudou,
un morceau de tissu, une friandise. Peut-être sentez-vous la chaleur de la pièce ou la fraîcheur du vent. Vous êtes pleinement présent dans ce lieu, ce lieu qui vous relie à la douceur des années passées. Votre regard se déplace dans cette pièce, dans ce lieu, et vous apercevez un point. Il flotte comme une bulle dans les airs et il se rapproche de vous. C'est un point de couleur qui se rapproche. Peut-être une couleur vive, peut-être une couleur pastel, peut-être des nuances d'une même couleur. Et à mesure que le point se rapproche, il grossit. Il va prendre de l'espace dans la pièce, se trouver juste en face de vous. Et l'endroit où vous vous trouvez s'obscurcit. Il s'obscurcit. Et la lumière y est tamisée. Le lieu où vous êtes devient un lieu presque intime. Le point qui est en face de vous vibre tout doucement et de lui sortent des liens. Des liens, oui. Des liens apparaissent, peut-être des cordes, peut-être des ficelles, des liens qui se rapprochent de vous tout doucement, peut-être des câbles, peut-être de la soie ou des élastiques, peut-être des ronces ou un ruban. Ces liens arrivent jusqu'à vous et vous entourent. Vous les sentez, peut-être au niveau de vos hanches, de vos épaules, peut-être au niveau de vos chevilles, de vos poignets. Qu'est-ce que ces liens viennent vous dire? Vont-ils prendre soin de vous? Qu'auriez-vous envie de faire avec ces liens?
Est-ce que vous avez pu entendre que l'exercice était terminé et que vous pouviez prendre de quoi écrire ou dessiner? Donc, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vécu, vous pouvez vous munir du crayon et prendre rapidement note ou rapidement griffonner ce que vous avez vécu et visualisé. Ouais, je vous propose qu'on essaye, même si vous n'avez pas été au bout de ce que vous souhaitez prendre sur le papier. Et puis, bah, vous verrez si plus tard vous voulez compléter ou s'il y a quelque chose qui s'élabore dans l'échange avec moi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, vous pouvez lever la main, je pense, hein, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire l'exercice? Ça va pas durer très longtemps, mais on va voir comment cet expérientiel peut venir s'articuler au reste de la conférence. Quentin, si tu veux voir les mains se lever, il faut que tu enlèves ton PowerPoint. Mais je vois que Nathalie, c'est ça? Eh Nathalie, ben, tu lèves la parfait. main. Ok, bah comme, enfin moi c'est la première que j'ai vue. Les autres avaient leur caméra éteinte. Est-ce que c'est bon pour toi, Nathalie, si on y va? Alors moi je ne verrai pas ce que tu as produit. D'accord? Tu peux allumer ton micro, Nathalie, comme ça on s'entend. C'est bon, tu y arrives? Je... Noël, est-ce que tu sais réactiver son micro? Ça y est, c'est bon. Allez, super, très bien. Tout On y va va. bien. Voilà, Nathalie, bonsoir. Ça va? Bonsoir. Oui, oui, ça va. Très bien. Comment tu as vécu l'exercice, toi? Qu'est-ce que ça t'a fait? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et Oui. on est dans quel registre d'émotions? Tristesse. La tristesse. La tristesse, généralement, on va dire qu'elle est, tu vois, les émotions ont des fonctions, hein. Si on Oui. identifie la fonction de chaque émotion, bah, ça permet de donner quelques indications. Par exemple, la colère, on sait que la colère s'exprime lorsque certains de nos besoins ne sont pas respectés. On sait que quelque part, la peur nous prévient du danger. Euh, la tristesse, elle est souvent liée à une perte, à la difficulté à accepter une perte. Je sais pas si ce que je te dis là, ça te parle un petit peu? Mais ce serait par rapport à ma naissance? Ah ben, par rapport à ce que tu as vécu dans la visualisation, est-ce que c'est un lien qui te semble être pertinent? Oui. Oui, c'est vrai, tu penses que ce que tu as pu voir dans la visualisation pourrait être lié à ta naissance? Euh, Pas forcément lié à ma naissance, mais effectivement, il y a des notions de perte. Il y a des notions de perte. Est-ce que tu peux partager, Nathalie, différents éléments que tu as vus et que tu acceptes de partager? Oui. J'étais dans mon jardin euh, et j'étais en admiration devant alors que j'en ai pas dedans, j'en ai pas du tout, mais de pivoine blanche et avec des lavandes. D'accord. Alors, dans mon Ok. jardin, j'ai des lavandes, j'ai des pivoines, mais elles sont pas blanches. Mais j'avais les deux qui étaient associés. Mhm. Et est-ce que tu donnes un sens à ça? Euh, alors, la lavande, je sais pas. Bon, pour moi, c'est le côté méditerranéen, mais voilà. Côté pivoine blanche, pour moi, c'est plus la notion de pureté. Mais D'accord. je sais pas si j'ai juste ou pas juste. Et dans ta famille, est-ce que l'un des éléments que tu viens citer, la pureté abîmée ou la question des origines du Sud, est-ce que c'est quelque chose qui te semble être en lien à une de tes lignées? Alors, origine du Sud, oui, ma lignée paternelle.
D'accord. Et de ce côté-là, au niveau des naissances, est-ce qu'il y a eu des histoires particulières ou certaines difficultés à avoir de l'information sur certaines naissances? Évidemment, je te demande pas de remonter à 6, 7 générations, mais dans les 3 ou 4 générations, est-ce que quelque chose se transmet comme un récit, comme des anecdotes? Non, côté paternel, c'est très fermé. C'est très fermé côté paternel. Oui, Ok. Et il y a, alors on va essayer de rentrer un peu plus dans la visualisation que tu as vue, puisque là tu me donnes un peu le décorum. Tu sais, à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, mais il y a ce point qui arrive, hein, qui pourrait oui, ressembler à une bulle flottante, et de ce point vont sortir des formes de liens. Tu te souviens de les avoir ressentis, de les avoir vus ou pas du tout? oui. Des tentacules qui me collaient au niveau des bras. Des tentacules qui te collaient au niveau des bras. Et Oui, des tentacules comme d'un animal alors? oui, c'était des sortes de ventouses en fait qui me collaient au niveau des bras. Et ça te faisait quoi comme impression? C'était agréable, désagréable? Ça te faisait peur? Désagréable, désagréable. Parce que ça te dégoûtait ou parce que ça te faisait peur? Ni l'un ni l'autre, c'est parce que ça collait. Ok, c'est parce que ça collait. Est-ce que on était avec quelque chose qui te souillait ou que, enfin, ça veut dire quoi le fait que ça collait? Je comprends, mais en quoi c'était désagréable le fait que ça collait? Parce que ça aspirait, ça avait tendance à vouloir vraiment me. J'allais dire, c'était vraiment une sensation de ventouse ou comme si on voulait pas me décoller. Enfin, c'est comme si je pouvais pas la décoller. Euh, oui, ça faisait clac et ça restait collé. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont eu des difficultés? Bah, tu vas me dire que c'est un peu tarte à la crème, hein, mais est-ce qu'il y a des enfants qui sont venus au monde au forceps, c'est-à-dire même plus qu'au forceps, qu'on a dû extraire avec force? Alors, je sais que mon grand-père paternel, euh, avant lui, il y a eu un enfant mort-né qui est sorti avec les fers morts. Enfin, il est sorti avec les fers et il est mort. D'accord. Alors, je sais pas s'il est mort pendant l'accouchement, s'il était déjà mort, enfin, il est sorti, mais en tout cas, il était mort. Et c'est intéressant que tu dis ça. Est-ce que ça veut dire que quand tu me dis ça, euh, ça aurait peut-être marqué la naissance du personnage qui arrive juste après? Est-ce que lui, éventuellement, tu peux imaginer qu'il n'aurait pas eu envie de sortir? Je sais pas. Ça ne te parle pas plus que ça. Est-ce que dans tout ce que tu as pu visualiser, est-ce que tu identifies une sorte d'énergie ou un thème, quelque chose où tu te dis, mais ça me parle je sais pas moi, ça me parle de l'extraction, ça me parle du fait que ça colle, ça me parle du fait qu'on me force, ça, Euh, Toujours par rapport en lien avec la naissance, hein. avec la naissance ou la filiation ou la place. Euh, Peut-être le fait que on veuille, enfin, qu'on ait voulu m'imposer à être à certaines places, peut-être. Qu'on ait voulu t'imposer à être à certaines places. C'est-à-dire qu'une fois que tu aurais été à certaines places, toi, tu aurais voulu ailleurs, être autre chose, être à un autre endroit, à une autre place. Pour certaines situations, oui. D'accord. Bah, écoute, Nathalie, moi, ce que tu dis là, je crois que je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin parce que, en fait, dans 1 ou 2 dias, je pense que, oui, je sais pas que je pense, je sais, on va parler de la question des places et de ce que on nous assigne comme place et de ce que ça peut engendrer comme renoncement ou comme difficulté d'existence. Peut-être juste une dernière chose, si tu acceptes, hein, si tu me dis, Oui, bon, non, oui. j'ai pas envie d'en parler ici, c'est pas le lieu, mais actuellement, est-ce que il y a quelque chose qui prend beaucoup de place dans ton esprit, quelque chose qui est compliqué à vivre, quelque chose qui te questionne? Euh, Par rapport à ma situation d'aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire oui, oui. D'accord?
Et est-ce que tu vois une articulation possible entre ce que tu as pu voir en visualisation, que ce soit la lavande, la Provence, les liens, les tentacules, et ce qui te chiffonne? Alors, je dirais peut-être, c'est peut-être le côté malmené que je Être verrais. malmené. C'est intéressant ce mot, être malmené, parce que bon, si on le décompose, il y a quelque part l'idée qu'on est mené par quelqu'un de manière mauvaise, mais on est mené. Et donc, on vous place en position passive, un petit peu comme ce que tu disais avec le fait d'être euh, assigné à une place et obligé d'occuper cette place-là, comme s'il y avait quelque chose de la dimension du sujet qui décide de prendre le chemin plutôt que d'être mené. Je sais pas si ces éléments-là, ça dit quelque chose chez toi. J'ai pas, vous me dites qu'il décide plutôt. Ben, euh, est-ce que dans ta vie, c'est facile pour toi de ne pas te laisser mener, mais plutôt de prendre ton propre chemin? Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Je veux dire, ça, je sais faire. Là, en ce moment, par rapport à ce que vous dites, préoccupation, effectivement, en ce moment, c'est pour un de mes enfin, de mes travails hein, où, effectivement, je suis malmenée. Et c'est moi qui décide de mettre terme. Donc, c'est pour ça que je Ok. suis capable de faire aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si je considère que je suis malmenée, je sais prendre la décision pour me mener moi-même, on va dire. Ok, ouais, bah super. Mais enfin, vous allez voir, Nathalie, que dans la présentation du cas clinique, justement, la question d'être malmené et d'être un petit peu dans le flou pour savoir ce que l'on est capable de faire ou pas, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je vous remercie, Nathalie. Je Et m'en alors, on prie. va continuer pour la conférence. Les autres, si vous avez des questions par la suite, je pense qu'on aura un peu de temps pour en discuter. Ça vous va? Ok, alors je vais repartager mon écran. Hop, c'est bon pour vous? Parfait. Alors, je vous remets de côté comme ça, et c'est très bien. Donc, ça, on vient de le faire. On peut passer à la suite. Alors, avant de rentrer véritablement dans le cœur du sujet, Nathalie nous a parlé de la place, qu'elle voulait occuper peut-être une autre place, ou qu'en tout cas, la place qu'on lui donnait ne lui convenait pas spécifiquement. J'ai l'impression d'avoir entendu plus ou moins ça, en tout cas. Et ben moi, j'aurais une question à vous poser, en fait. Alors, tout le monde ne pourra pas forcément y répondre, on va le faire peut-être à main levée, mais la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez le sentiment que vous appartenez à, à plusieurs groupes sociaux, à plusieurs éléments dans votre vie? Peut-être que vous avez le sentiment d'appartenir plus à votre famille d'origine. Alors, quand je dis la famille d'origine, c'est les gens avec qui vous avez grandi, hein. Ou alors vous avez le sentiment d'appartenir davantage à la famille que vous avez construite aujourd'hui dans votre vie d'adulte. Peut-être que dans cette famille actuelle, il y a aussi la famille de cœur. Il y a des gens aussi qui ne se vivent pas dans une famille en disant moi je suis pas très famille et qui se vivent plutôt dans un milieu social, qui se définissent par une classe sociale comme un milieu ouvrier, bourgeois ou tout autre. Là, on est peut-être dans une dynamique un peu plus politique. Et tant qu'on est en train de parler de politique, bah, peut-être que des gens se définissent comme étant, enfin comme appartenant plutôt à une région, à une patrie, à une religion, à une communauté de valeurs. Levez la main les personnes qui ont le sentiment d'appartenir à plusieurs groupes. Sophie, Nathalie, Anaïs, Patricia. Ok, les autres, je les vois pas forcément, mais c'est pas trop grave. Alors, le fait d'appartenir à plusieurs groupes, ah oui, voilà, je vois les mains levées. Très bien. Merci, merci, merci. Euh, le fait d'appartenir à plusieurs groupes, vous diriez quoi? Vous diriez que, est-ce que ça change la façon dont vous vous voyez? Est-ce que vous vous envisagez comme constitué d'un seul bloc, alchimisé, hein, pour reprendre un petit peu l'énergie de l'association qui nous accueille ce soir, ou est-ce que vous vous voyez plutôt comme le puzzle de plusieurs pièces, comme un Lego qu'on aurait constitué? Levez la main les personnes qui ont le sentiment d'être divisées entre plusieurs pièces de puzzle comme ça. Voilà.
Voilà. Et ça va assez vite, hein, finalement, dans vos réponses, c'est que oui, on est pluriel. Forcément, on est pluriel quand on existe. Alors, évidemment que d'être pluriel, ça concerne tout le monde, mais dans le cadre de l'adoption et de l'abandon, être pluriel, pardon, ce n'est pas forcément évident. Pas forcément évident parce que il faut composer avec ce que l'on pense être depuis toujours, avec ce que l'on voudrait que l'on soit, peut-être avec la place qu'on aurait voulu que l'on prenne, hein. Je dis ça parce que vous avez parfois des parents qui ont essayé d'avoir un enfant ou qui ont perdu un enfant et l'enfant adopté arrive juste après et donc une place lui est assignée sans qu'il s'en rende compte. Donc, dans les groupes sociaux auxquels on appartient, la place qui nous est dévolue est forcément inscrite comme dans une base de données avec les attentes qui nous ont précédés. Et dans le cadre de l'adoption, je vais prendre une analogie, dans le cadre de l'adoption, la multiplicité des groupes, la multiplicité des appartenances, ça va rendre les choses très compliquées. Pourquoi ça rend les choses très compliquées? Je vous demande d'imaginer une situation très simple. Imaginez-vous que le matin, quand vous devez descendre dans votre cuisine pour rejoindre vos proches, pour pouvoir faire ça, vous devriez encoder un mot de passe de 64 caractères composé de majuscules, de minuscules, d'astérix et tout ça. Tous les matins devoir faire ça. Ça vous demanderait quand même une certaine énergie. Et non seulement vous devriez faire ça, mais lorsque vous arrivez dans la cuisine et que vous voyez que tout le monde est attablé, vous vous rendez compte que tout le monde a pu se connecter automatiquement sans devoir passer par cet encodage de mots de passe. Eh bien, je vous dis ça, pourquoi? Ben parce que ce que les enfants adoptés ou accueillis dans une famille d'accueil peuvent ressentir, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que pour appartenir, cela ne va pas forcément de soi. Et c'est usant, en fait. Surtout quand on se rend compte que le reste de la famille, lui, il n'a pas besoin de mot de passe. Il est déjà préencodé. En fait, l'appartenance, c'est quelque chose d'assez fugace et d'assez instable, certes, parce qu'on passe d'un groupe social à un autre et on multiplie ainsi les appartenances. Ça, je vous en ai parlé. Mais dans le cadre de l'adoption, on va avoir affaire à quelque chose de particulier par rapport à l'appartenance. Et pour vous expliquer ça, je vais prendre une image. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Les Aveugles de Sophie Calle, qui est une artiste. Hein. Elle a fait un album comme ça qui concerne les personnes non-voyantes, que ce soit des personnes de non-voyantes de naissance ou pas. Elle a appelé cet album Les Aveugles et en fait, tout l'album concerne ce que les aveugles ont à dire sur la beauté. Alors vous allez me répondre, oui, mais la beauté, elle n'est pas que visuelle. Mais n'empêche que, si on imaginait que la beauté ne pourrait être que visuelle, imaginez-vous, c'est quand même assez contre-intuitif, qu'est-ce que des aveugles pourraient dire concernant la beauté? Alors, il y en a certains qui expliquent la beauté à travers les dires de ce qu'on leur dit. Ça, c'est beau parce que c'est comme ça. Donc, il y a des gens qui leur disent ce que c'est. Il y a des aveugles qui définissent ce que c'est la beauté en fonction des expériences sensorielles. Ça doit être beau parce que je ressens ça dans mon corps. Il y a des personnes non-voyantes qui estiment que ce qui est beau est associé à un souvenir. Par exemple, je pense que le blanc c'est beau parce que généralement on porte du blanc à un mariage et c'est un bon moment. En fait, je vous donne cet exemple-là pour vous faire comprendre que il faut trouver des bricolages pour pouvoir nommer une expérience de vie à laquelle on n'a pas accès. C'est-à-dire que les aveugles, la beauté visuelle, ils n'y ont pas forcément accès. Pour expliquer ou pour vivre cette expérience-là, ben, c'est très compliqué. Eh ben, pour les enfants adoptés, l'appartenance, c'est à peu près la même chose. Savoir à quoi ou à qui on appartient, ça ne, ça ne vient pas ça ne va pas de soi. C'est pas forcément évident. En fait, c'est un peu comme quelque chose d'assez intangible. Et pour donner un peu plus de clarté à mon propos, je vais vous parler d'Éléonore. Hein, ça va être le cas qu'on va développer aujourd'hui. Je vais pas rentrer dans tous les détails de son arbre. On va se donner un ou deux axes de réflexion. Mais vous allez voir que la question de l'appartenance, c'est quelque chose qui est quelque part indéfectiblement attaché à la place. On ne peut pas faire l'économie de réflexion sur l'appartenance si on veut réfléchir à la place.
Je reçois Éléonore en cabinet. Hein. Éléonore, elle a 34 ans. Elle est logopède, orthophoniste, je crois qu'on dit en France. Elle est orthophoniste et elle est très très proche en tant que collaboratrice de la direction de l'Institut. D'une part parce qu'elle est logopède, enfin qu'elle est orthophoniste, mais aussi parce qu'elle a fait la fac de commerce. Et elle arrive dans mon cabinet en plein burn-out. Elle dit qu'elle a été traversée par, enfin qu'elle a traversé un tunnel assez sombre. Elle me parle de tunnel assez sombre. Je lui demande de clarifier. Elle me dit que ce sont des heures de sommeil interminables suite à une hyperactivité au boulot. Et ce qui me saisit, en fait, la première fois que je la vois, avant qu'on soit dans le cabinet, c'est qu'elle me regarde pas. Elle a les yeux vers le sol et elle va uniquement relever la tête dans mon couloir pour fixer brièvement un vieux miroir dans l'entrée qui est posé au-dessus des radiateurs. Elle voit que je la vois en train de regarder et elle me répond comme si elle devait se justifier, il est très joli. Je la remercie et puis je l'invite à s'asseoir dans le cabinet. Et au début de l'entretien, donc elle m'explique pourquoi elle est là. Il faut savoir que le début du travail n'est pas du tout psychogénéalogique. Elle vient dans le cadre d'une psychanalyse parce que elle se sent noyée par son besoin de se reposer tout le temps. Les gens la trouvent molle, c'est ce qu'on dit, et elle se sent très à fleur de peau en termes de sensibilité. Alors au niveau de sa vie professionnelle, c'est quelqu'un d'hyper investi dans l'institut. Elle est même tellement investie qu'elle ne compte pas ses heures. Elle travaille le dimanche, on l'appelle, les familles continuent de l'appeler même en dehors des suivis parce qu'elle devient vraiment un repère pour les familles. Et je la questionne un petit peu, elle me dit qu'elle a été élevée comme ça, qu'il fallait bien faire. Mais ce qui pose problème, et là on est avec le déclencheur du burn-out, ce qui pose problème à Éléonore, c'est que à 3 reprises dans sa vie professionnelle, il a été possible pour elle d'avoir une promotion et qu'à chaque fois, elle s'est sabotée. À chaque fois, elle n'a pas su jouer des coudes avec ses collègues. À chaque fois, les promotions sont loupées et lui ont passé sous le nez. Elle me dit, c'est ses mots à elle, j'ai l'impression de toujours devoir prouver que j'ai ma place, sans savoir que je peux prendre place. C'est le point de départ de l'enquête. Hein. On est avec cette phrase et l'enquête va commencer. Alors, Éléonore, elle est adoptée à 11 mois. Elle a entendu toute sa vie, tu ne fais pas coréenne, elle vient de Corée, hein, mais les gens lui disent souvent, tu ne fais pas coréenne. Et dans le miroir, chez elle, souvent, elle a l'impression de découvrir ses propres traits, comme si elle les oubliait, comme si elle oubliait ses origines. Elle me dit, quand elle dit ça, que d'ailleurs, elle oublie pas mal de choses. Elle oublie euh, qu'elle a un regard différent des personnes avec qui elle vit. Elle me dit qu'elle oublie aussi les dates d'anniversaire. Il y a plein de choses qui, comme ça, lui passent un peu au-dessus du front. Si vous voulez, sur les dates d'anniversaire et l'importance des années, on en parlera peut-être pendant les questions. Mais donc, c'est comme si à chaque fois qu'elle se voyait dans le miroir, elle était prise d'une certaine stupeur saisissante. Et quand elle voit sa physionomie de manière générale, ben, elle est renvoyée forcément à ce que les gens lui disent. Oui, tu as les yeux bridés. Notamment sa mère adoptive lui disait souvent, tu as les yeux bridés, mais c'est pas ce que je vois. Ce que je vois, c'est la petite fille que j'ai attendue. Ça aussi, c'est une phrase importante parce que quelque part, quand on dit ça, il y a à la fois l'appartenance culturelle qui est reconnue, mais qui est quelque part un peu, pas rendue muette, mais atténuée pour être ramenée au statut de fille que l'on a attendue. Alors derrière ça, il y a une question hein, en filigrane que Éléonore ne se pose pas quand elle me donne cette phrase, c'est pourquoi tu m'as attendue? Pourquoi tu ne m'as pas engendré par ton ventre, à toi? La question de la stérilité ou de l'infertilité, c'est quand même pas la même chose. Hein. La question du fait de ne pas avoir d'enfant naturellement, c'est quelque chose qui est très délicat pour Éléonore. Elle dit, si je questionnais ma mère sur ce sujet, c'est comme si j'entrais à pas de loup dans sa chambre à coucher. Ben oui, parce que forcément, interroger la question de la stérilité ou de l'infertilité, c'est quelque part essayer de rejoindre ce qui peut se passer dans la chambre des adultes. Et donc ça, Éléonore ne se sent pas encore prête pour y aller. Alors, dans une filiation biologique, la ressemblance physique vient dire tu es des nôtres.
quand vous regardez vos parents, si vous voyez, ou en tout cas quelqu'un de votre famille, si vous voyez de la ressemblance, ça vient vous conforter dans l'idée que vous appartenez quelque part à ce groupe, hein. Alors, Éléonore, elle dit qu'elle aime ses parents, qu'elle a de l'affection pour eux, pardon, mais il y a quelque chose qui prend de plus en plus de place dans sa vie, c'est justement la question de la place. Où je dois me trouver? Auprès de qui je me sens le mieux? Et quelle est ma place? Parce que la question de la ressemblance, en tout cas la ressemblance physique, c'est quelque chose qui est en lien avec un concept que René Caës appelle les fonctions psychiques. Alors, les fonctions psychiques d'une famille, il y en a quatre. On va juste en parler d'une aujourd'hui. C'est la fonction corporelle. C'est celle qui vient donner de la contenance à l'individu. C'est-à-dire que grâce à la fonction corporelle, cet individu peut se dire, voilà, mes pulsions, tout ça est encadré et est contenu par un système, par une famille à laquelle j'appartiens. Et donc, la question de la ressemblance, le fait que ça n'aille pas de soi pour les enfants adoptés, c'est déjà quelque part une fonction psychique qui est déjà en train d'être un peu bancale et qui va demander un certain bricolage. Et ce bricolage, elle l'exprime très bien finalement, Éléonore, quand elle me dit je suis coréenne quelque part. Alors moi, cette phrase, quand j'entends je suis coréenne quelque part, je trouve qu'il y a moyen de la comprendre de plein de façons différentes. Je suis coréenne quelque part. C'est à la fois, est-ce que ça veut dire je suis coréenne ici mais pas ailleurs, ou ailleurs mais pas ici? Est-ce que ça veut dire je suis coréenne à un certain endroit de mon corps? Est-ce que je suis coréenne quelque part dans ma temporalité de vie? Qu'est-ce que ça veut dire être coréenne quelque part? Bon, évidemment, je la questionne par rapport à ça, mais elle sent qu'elle se disperse, qu'elle est de plus en plus tendue et la colère, il y a une colère latente qui est en train de pointer à la surface. Elle me dit que dans le suivi thérapeutique, là, elle a l'impression de patiner, elle se perd, elle zone, hein, comme disent les jeunes, elle zone entre son burn-out, ses promotions ratées, ses impressions de toujours devoir prouver sa place et sa difficulté à pouvoir être elle-même. En fait, elle en est là. Alors, pour essayer de sortir de ce patinage, je vais lui proposer de jouer à l'arbre-soleil. Noël et Dominique vous en ont parlé tout à l'heure. L'arbre-soleil, c'est un jeu thérapeutique, hein, c'est pas un jeu de société ou un jeu de cartes. Et je le fais intervenir en suivi lorsque justement je patine un petit peu. Pourquoi? Ben parce que à un certain moment du suivi, lorsque les défenses psychiques sont trop importantes, l'arbre soleil et les activités qu'il propose permettent de déjouer un peu les défenses psychiques, hein. C'est-à-dire les mécanismes qu'on trouve derrière le cortex préfrontal sont quelque part parasités par les activités du jeu, que ce soit par un photolangage, par du recours au symbole, par l'évocation des souvenirs. Cet objet flottant vient véritablement travailler des choses qui ne pourraient pas être travaillées autrement. On s'adresse directement à l'inconscient. Et alors le protocole du jeu, il commence par, avant tout, se déterminer un objectif, c'est-à-dire un angle de travail, quelque chose vers lequel on veut tendre, la chose que l'on veut atteindre. Et on va appeler ça la destination. Éléonore, sa destination, c'est quand même particulier puisqu'elle va le formuler pas facilement, ça va prendre quand même une ou deux séances. Elle va dire les choses pour que ce soit bien concret. Elle va dire, je veux prendre place là où je me sens reconnue. Alors, idéalement, une destination, moi je ne l'ai pas corrigé à ce moment-là, mais idéalement, une destination pour qu'elle soit fonctionnelle ou opérationnelle avec le jeu, elle ne doit pas dépendre d'un autre. C'est-à-dire, quand elle me dit je veux pouvoir prendre place, là c'est OK, puisqu'elle est aux commandes, mais quand elle dit là où je me sens reconnue, ben là c'est un peu embêtant parce que là ça va dépendre de quelqu'un, ça va dépendre de quelque chose. Elle n'a pas forcément de la marge de manœuvre sur le fait d'être reconnue par les autres. Mais en tout cas, on sent déjà bien son besoin qui est d'être reconnu. Et peut-être derrière ça, il y a le fait euh, d'être reconnu comme coréenne, d'être reconnu comme pluriel, d'être reconnu comme compétent. On va aller un peu plus loin et on va travailler un deuxième aspect du protocole. On a fait la destination.
Le deuxième aspect du protocole, c'est la boussole. Pourquoi? Ben parce que dans l'arbre soleil, on va tracer son chemin, et pour tracer son chemin, hein, pour voir un peu plus clair, ben, il faut pouvoir s'orienter dans l'enquête. Et donc la boussole, c'est une question qui va nous servir de balise pour l'enquête. La question d'Éléonore, c'est celle-ci. Pourquoi je ne peux pas affirmer qui je suis et ce que je suis capable d'être ou de faire sans craindre? C'est ça que je disais, Nathalie, tout à l'heure, tu vois. Le fait entre être et faire, il y avait cet aspect-là. Je vais vous le mettre, hein, la dia, pardon. Voilà. Vous avez la boussole ici en grand. Pourquoi je ne peux pas affirmer qui je suis et ce que je suis capable d'être et capable de faire sans crainte. Est-ce qu'il y a des gens ici, hein, qui veulent, je pense qu'il y a des gens qui connaissent l'arbre au soleil déjà, hein, mais est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent un petit peu me dire qu'est-ce qu'ils ont comme piste ou qu'est-ce qu'ils ont comme hypothèse ou même des intuitions pour creuser cette boussole? Vers quoi vous iriez? Qu'est-ce que vous feriez avec ça? Dites-moi un peu. L'avantage avec Zoom, c'est qu'on ne peut pas se planquer au fond de la classe quand on est mauvais élève, hein. Bah, je sais pas, Et avec ça, tu lui fais pas tracer un arbre directement. qui parle là? C'est qui? C'est Marthe. Ah oui, Martha, oui, je te vois. Je Ok, levais donc la toi, tu main. ferais passer un arbre, c'est ça? Bah, c'est un peu la suite, non, Ah ben oui, mais du parce que toi, tu process. sais, que toi, tu es formé, évidemment. Mais ce que je te propose, c'est comment tu vas nous aider. Ah oui, comment tu vas nous aider à réfléchir là-dessus. Quand tu vois cette phrase-là, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tu vois, affirmer, être capable d'être, être capable de faire, les Bah, craintes, qu'est-ce qui te vient? bah, la reconnaissance, le sentiment d'être reconnu. Le sentiment d'être reconnu, c'est ça vers quoi elle veut tendre, ça c'est sa destination, et ici on le sent déjà encore une fois dans sa boussole. Est-ce que tu as l'impression que dans cette boussole, il y a quelque part une sorte de croyance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a fait fonctionner, hein, une sorte de logique qu'il y a derrière ça? Bah, je comprends pas trop, en fait, l'empêchement, là, tu vois. Euh, on est sur un pourquoi, Ouais. Donc elle veut mais chercher. Donc un pourquoi, ça veut dire qu'on cherche à comprendre quelque chose. Ça veut dire que une fois qu'on a compris ça, j'imagine qu'elle voudra atteindre sa destination, c'est-à-dire pouvoir trouver sa place. Donc elle cherche à comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut pas affirmer à la fois qui elle est, à la fois ce qu'elle est capable d'être et de faire. Et surtout que si elle était capable de faire tout ça, elle voudrait pas le craindre, elle voudrait pas se vivre avec des craintes. je sais pas, ça me fait penser à l'identité, quoi. Elle cherche qui elle est, peut-être. Ah ben voilà, voilà un premier thème, un premier concept. Alors merci, merci Marthe. Effectivement, il y a peut-être une première confusion entre le fait d'être et de faire. Sylvia, tu veux intervenir? Oui, c'était pour dire un ça aussi, parce qu'il y a le je suis qui est vraiment son identité profonde, et dans le capable d'être ou capable de faire, je vois l'attente de quelqu'un envers elle. Eh oui, eh Il y a oui. l'être et le faire, mais il y a aussi le jeu que je dois jouer pour. Ah, bah, tu dis le bon mot parce que justement, il y avait cette idée de être et de faire, mais moi je pense aussi, en plus de ça, il y a quelque part, pas une dichotomie, mais il y a une articulation entre l'identité et le rôle, parce que même à partir de deux personnes, c'est déjà un système. Dans un système, toi tu parles de rôle à jouer, il y a la question du rôle. Et donc, dans les confusions que l'on peut retrouver derrière ça, il y a l'être et le faire, l'identité et le rôle, l'identité et l'appartenance, hein, puisque pourquoi? Ben parce que c'est aussi appartenir à un système. Même si c'est un système que de deux personnes, c'est déjà un système. Alors, il y a peut-être d'autres choses, hein. Sophie, tu veux rajouter? Oui, moi, ça me fait penser au mot loyauté, être loyal envers quelque chose ou quelqu'un ou un système. Donc, dépendre de quelque chose qui préexiste.
Dépendre, loyauté. Ah oui, ça c'est important, c'est intéressant, effectivement. La loyauté, donc c'est presque proche on va en parler beaucoup de la loyauté, hein. C'est assez proche de la fidélité et pourtant ce sont deux choses différentes, hein, la fidélité et la loyauté. Mais en tout cas, quand on est loyal, il y a quelque chose que l'on doit observer. Et j'utilise le verbe de modalité devoir parce qu'effectivement que la loyauté, c'est souvent lié à une dette. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. J. Sako, c'est ça? Merci Sophie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, oui, moi, ce qui m'interpelle, c'est déjà, oui, son identité, qui je suis. Euh, elle n'a aucun repère par rapport à la boussole, d'où elle est, d'où elle vient vraiment. Elle a aucun papier, aucun acte, elle a rien du tout. Tu sais, quand tu dis ça, on peut se dire tu. Oui, bien sûr. Quel est ton prénom? Jocelyne. Jocelyne, quand tu dis ça, je me dis, elle touche à quelque chose quand même d'assez pointu, puisque effectivement, elle n'a aucun papier, comme si il y avait du côté administratif rien qui vient de donner une Mm. certaine forme d'officiel, hein, de légitimité. Ouais. Et donc, on voit aussi ici que il y a peut-être de la confusion entre légitimité et compétence. Peut-être de la confusion entre être légitime, avoir de l'estime de soi et être prétentieux. Peut-être de la confusion entre ce que je suis et ce que je vaux et ce que je peux. Donc, entre valeur et potentiel. En fait, toutes ces confusions, généralement, elles vont générer des croyances. Et ces croyances vont avoir une influence sur notre vision du monde et peut-être développer un symptôme, une souffrance d'existence. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui veulent Et intervenir. après, Oui, juste pour finir, le sans crainte oui. m'interpelle aussi, Qu'est-ce que c'est-à-dire tu veux? la peur, Oui. la peur peut-être de l'inconnu, la peur de qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, dans sa lignée, euh, on ne sait pas quoi. Donc c'est une peur, voilà. Faire sans crainte, c'est quand même, c'est puissant aussi, quoi. Alors, effectivement, et je suis désolé parce que tout le monde pourra Ouais. pas la situation, donc il faudra faire son deuil de ça, mais vous reviendrez avec des questions par la suite. Effectivement, moi, quand tu dis sans crainte, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut retenir l'attention. Et moi, tu sais, c'est en lien avec une autre confusion qui est autonomie et indépendance. Pourquoi je dis ça? Ben parce que dans l'histoire, parce que je vous donne pas tous les détails, mais dans l'histoire d'Éléonore, elle sait que très 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 jeune, hein, puisque c'est quasiment à la naissance, elle a été mise à l'abandon et qu'elle a été récupérée, ce sont ces termes, elle a été récupérée par ses parents adoptifs. Ce qui veut dire que pendant un temps très court, mais quand même hyper important et fondateur dans sa vie, elle n'avait personne, aucune contenance. Et que le fait d'être seule quelque part, le fait d'être seule et démunie, sans avoir quelqu'un qui va vous contenir, qui va vous rassurer dans vos pulsions d'existence, ben, vous allez associer ça à de la peur. La solitude, vous allez pouvoir l'associer à de la peur. Et donc, vous allez peut-être aller chercher des accroches. Et s'accrocher à sa famille d'accueil, sa famille adoptive, c'est une stratégie de survie hyper importante. Ce qui fait qu'à un moment donné, il va avoir peut-être une confusion entre le fait d'être seul, le fait d'être dépendante, indépendante et autonome. C'est quelque chose qui revient souvent dans mes suivis, hein, ceux qui ont fait l'atelier au symposium. Je me souviens que j'avais parlé de ça, la confusion entre autonomie et indépendance. C'est pas la même chose, hein. L'autonomie, c'est être capable d'aller chercher de l'aide quand on a besoin. L'indépendance, c'est la croyance qu'on a besoin de personne, hein. Donc, il y a ces aspects-là, hein. Et on voit bien qu'elle est prise avec cela. Ok, excusez-moi. On va continuer. Gardez vos remarques pour tout à l'heure si vous voulez bien, si vous avez des choses intéressantes ou non à dire. On en discutera juste après. Alors, ben voilà son arbre, hein. On travaille sur son arbre, tu vois, Marthe, on y est. Alors ça ressemblait pas à ça, hein, parce que ça c'est un peu plus élaboré. Mais dès qu'on travaille sur son arbre, un premier personnage arrive, c'est son papa, Étienne. Là, j'ai enlevé le E, enfin non, le E est parti en bas. Étienne, alors elle va dire de lui que elle pense que c'est pas un raté, parce que souvent son père dit que c'est un raté.
Mais elle dit non, je pense pas que c'est un raté, je pense juste qu'il a jamais osé réussir. Ah, et du coup, ça me questionne. Moi, je dis pourquoi, à quoi vous pensez quand vous dites ça? Elle dit, ben, je pense à son frère, mon oncle Eric. Alors, quand on travaille sur Eric, là, on va se rendre compte, on le voit pas ici, mais qu'en fait, Eric, il est né avant le mariage de Jean-Pierre et Marie, qui sont les grands-parents d'Éléonore. C'est un enfant né hors mariage. Eric, c'est un peu un enfant de la transgression et elle va rajouter à ce sujet-là que Eric, c'est un peu un sujet sensible dans la famille. On n'en parle pas trop, comme si on était un peu sur écoute. Elle m'explique que Eric, ben, il a vécu pas mal de choses, notamment autour de l'alcool. Il a vécu en communauté dans les années 70. Il a fait un peu de prostitution. Il a eu des problèmes avec la prison. Il a vécu sous les ponts. Donc, l'enfant de la transgression, quelque part, met en scène ces aspects-là en étant lui-même transgressif par rapport à certaines normes. Et quand je lui demande qu'est-ce qu'elle veut articuler en parlant d'Éric et d'Étienne, elle me dit, bah, peut-être elle s'interdit par loyauté envers son père de réussir. Elle se pose cette question-là. Elle dit peut-être que si je me sabote, c'est peut-être pour pas être en compétition avec un père qui a déjà un genou à terre. Et du coup, en articulant ça très très vite, Éléonore me dit peut-être que lui aussi s'est saboté pour ne pas rentrer en compétition avec Eric. Et je dis mais au nom de quoi ne voudrait-il pas rentrer en compétition avec Eric? Il me dit bah c'est facile. S'il n'y a pas Eric, il n'y a pas Étienne. Et oui, Eric est le fils aîné. Alors, ça veut dire quoi? On part peut-être d'un présupposé qui serait que sans Éric, Jean-Pierre, hein, qui est ici, on s'attardera pas sur la question de la pendaison, mais Jean-Pierre et Marie, peut-être que sans Éric ne se seraient pas mariés. Et du coup, Étienne ne serait pas venu au monde. Donc, pour payer cette dette fraternelle, pour sortir d'une configuration de bataille fraternelle, Étienne va se saboter et se considérer être comme un raté. En tout cas, c'est l'hypothèse que pose Éléonore. On est avec un premier lien qu'elle fait entre son burn-out, ses stratégies de sabotage et quelque part sa stratégie pour appartenir. Hein. Ben oui, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de rater, si ce n'est, enfin, pour faire comme les autres, que de faire ça? C'est exactement la même chose. Je ne peux pas te ressembler quand je regarde mes yeux bridés, je vais te ressembler quand je regarderai mon salaire, peut-être, ou quand je regarderai mon diplôme. On va continuer. Alors, une autre activité du jeu arrive après avoir tracé son arbre, c'est la question d'une carte-feuille. Alors, les cartes-feuilles, c'est on fait apparaître un souvenir en le questionnant. Et ici, la question, c'est sur les murs de ta chambre d'ado, qu'est-ce qu'on trouve? Des posters, des graffitis, une déco que t'as pas choisie, des photos de personnes importantes pour toi, rien, autre réponse. Et en fait, Éléonore, elle va m'expliquer quand elle voit ça que ce qui lui vient à l'esprit, c'est un dessin que sa mère avait fait pendant toute la procédure d'adoption. Vous voyez l'arbre qu'il y a derrière Noël et Dominique? Ben en fait, apparemment, dans la chambre d'adolescente d'Éléonore, quand elle est arrivée en France, sa maman avait fait un dessin plus ou moins similaire, sauf qu'il était en couleur. Et elle me raconte que il y avait une partie de l'arbre qui avait été coloriée en premier, était plein de couleurs, avec tous les personnages de son arbre, même des personnes extérieures, mais ce qu'on va dire les proches de la famille adoptive d'Éléonore. Et une autre partie un peu plus ténue qui n'était pas achevée, c'était évidemment les branches coréennes. Et elle avait mis que du factuel, la maman, forcément. Donc elle avait mis 2 parents et 4 grands-parents. Elle n'était pas remontée plus haut, mais elle ne pouvait pas mettre les fratries puisqu'elle n'avait pas connaissance des fratries biologiques d'Éléonore. Mais donc, finalement, ce que retient Éléonore, c'est qu'on est dans une déco qu'elle n'a pas choisie, qui vient lui dire, tu es comme notre fille. Mais il y a une partie de toi qui dit encore que tu es coréenne quelque part. C'est comme si sa maman avait tenté de fabriquer une certaine forme de continuité, hein, en lui permettant d'avoir un tiroir sans contenu, mais en lui disant ce tiroir, il est bien là. Tout en laissant ses origines dans l'ombre, hein, des origines qu'on ne va pas colorier. Bon, Éléonore, elle va trouver une stratégie dans son adolescence, elle va mettre des posters dessus. Donc, de toute façon, elle répondra autrement à la carte. Alors,
Il y a une autre activité qui va suivre. Je vous dis les activités, mais c'est pas en une seule séance, hein, c'est en plusieurs séances. Une autre activité qui va avoir un basculement majeur pour Éléonore, c'est que dans le jeu, à un moment donné, il nous est possible de tirer des cartes. Et dans les cartes tirées au sort, il va avoir la carte d'Artémis. Artémis, c'est une déesse grecque. Et quand elle tire cette carte, au début, Éléonore, elle comprend pas bien le lien. Je lui indique que la déesse Artémis, c'est la déesse des femmes mortes, enfin des femmes en couche. C'est aussi une déesse protectrice des biches et des animaux de la forêt. Et c'est aussi la déesse protectrice des enfants malmenés, justement, des enfants à protéger, menacés ou des enfants perdus. Ça va faire tilt à ce moment-là pour Éléonore, parce qu'elle va commencer à faire un lien entre sa difficulté à avoir un enfant à elle et l'infertilité de sa maman. Alors sa difficulté à avoir un enfant à elle, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais en gros, elle va m'expliquer que elle voudrait avoir un enfant. C'est la première fois de sa vie qu'elle veut avoir un enfant. Elle a trouvé le compagnon idéal et pourtant, ça fait des mois qu'elle n'arrive pas à se résoudre à enlever son stérilet. Et il y a pourtant désir d'enfant. En articulant tout ça dans une réflexion, avec la déesse Artémis, elle va me dire, peut-être qu'avoir un enfant, ce serait la première fois de ma vie où je serais lié par le sang à quelqu'un. Et là, quand elle dit ça, ben, ça lui fait forcément penser à la bataille qu'elle menait inconsciemment avec Étienne. Vous vous souvenez, potentiellement, elle ne réussit pas pour ne pas mettre un genou à terre à son père. Si elle arrive à faire un enfant de manière naturelle, quelque part, elle gagne la compétition contre sa mère aussi. Et donc, au niveau des dettes qu'elle a envers sa famille adoptive, c'est la grande gagnante. Donc, la question de quel est le sens de cette stratégie de ne pas pouvoir retirer ce stérilet, ça passe par ça. Ça passe par le fait de je rentre en compétition avec ma mère si je réussis là où elle a raté, là où elle n'a pas su. Et ça vient vraiment la percuter, hein. Alors, le travail avance, on continue dans le travail. Et le basculement, le vrai basculement dans l'histoire, c'est l'arrivée d'Oscar. Oscar, c'est qui? C'est l'arrière-grand-père du côté maternel vous allez voir son arbre après, hein. C'est l'arrière-grand-père du côté maternel de Marie, hein, la femme de Jean-Pierre. Donc il y a Marie, puis il y a l'étage du dessus avec Michel, et au-dessus de Michel, il y a Oscar. Alors Oscar, on est avec un personnage un peu particulier. Pourquoi? Parce que Oscar, en fait, il a été déclaré mort pendant la Première Guerre mondiale. Il était dans un camp de prisonniers. Sa famille a reçu la nouvelle de manière assez tonitruante. Sauf que, quelques mois après, à la libération, Oscar revient. Et donc, Oscar n'était pas mort, mais administrativement, il l'était. Malheureusement, le fait que administrativement il soit décédé, ça ne lui permet pas d'avoir un boulot. Alors il arrive à avoir quelques petits emplois par-ci par-là, mais pas suffisamment pour nourrir sa famille avec plusieurs enfants qu'il a. Ce qui fait qu'il va déprimer, il est un peu traumatisé par la guerre, et pour se cliver d'une certaine façon, il va recourir à l'alcool. Et là, c'est le début de la déchéance. Et quand elle parle de lui, à un moment donné, Éléonore, elle a cette phrase que je vous ai affichée, c'est comme quoi on peut être vivant et totalement effacé. Évidemment que cette phrase va résonner particulièrement pour elle parce qu'il y a le fait d'être vivant ici, mais d'être effacé là-bas. Et inversement, il y a le fait peut-être de savoir qu'on a une famille ailleurs, mais d'être effacé ou d'être un peu terni sur un arbre qu'on a dessiné sur les murs de sa chambre. Donc il y a tous ces aspects-là où elle se dit, mais tiens, ce qui est difficile dans mon appartenance et dans le fait de prendre ma place aujourd'hui, il y a peut-être encore ce fantôme et cette crypte d'Oscar qui reste agissant. Là, vous avez l'arbre ici, hein. Donc, on voit Oscar qui est déclaré mort au front, mais qui revient, qui va tomber dans l'alcool. Ses enfants seront placés en institution. L'un de ses fils va être incarcéré parce qu'il y aura des faits de violence aussi. Et on est ici avec, j'ai dit Marie, pardon, excusez-moi, c'est Muriel. On est ici avec Muriel, qui, elle, est la mère d'Éléonore, hein.
et qui est assez fragile. On est à un moment du suivi où Éléonore sent bien qu'elle ne peut plus compter sur ses parents adoptifs pour poser des questions étrangères parce que ça les met à mal. Il y a certainement des choses qui sont en train de remonter à la surface. Et donc, comme ressource pour avoir un peu plus d'informations, Éléonore va s'adresser à la sœur de Muriel, Micheline, qui essaye de faire le lien. Et c'est comme ça qu'elle va avoir des infos sur Oscar et sa femme Stéphanette. Parce qu'au moment où c'est la déchéance d'Oscar, ben, on va se demander comment Stéphanette a pu réussir à faire en sorte de nourrir tous ces enfants-là avant d'être séparée de tous. Et la probabilité qu'il y ait eu de la prostitution consentie ou forcée, ben forcément, à un moment donné, ça va revenir sur la table aussi. Mais hypothèse, évidemment. Et c'est pour ça, en fait, cette hypothèse de prostitution, elle arrive quand, dans le jeu, elle tire la carte inspiration que vous connaissez, hein, celles qui sont formées au jeu. C'est la carte avec le billet. Ok, bon, rassurez-vous, j'arrive presque à la fin. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Avec l'histoire d'Éléonore, on va se poser la question évidemment des dettes, hein, puisqu'il y a eu un véritable micmac de dettes dans ces histoires d'adoption. Et encore, je suis même pas rentré dans le détail des adoptions internationales et de ce qu'elles viennent dire. Mais ici, on sait que un individu, quand il vient au monde, il a une dette de vie. C'est pas moi qui le dis, c'est Monique Bidlowski, elle a écrit un livre là-dessus. La dette de vie, c'est le fait que un enfant est en dette vis-à-vis de ses parents par le simple fait d'être venu au monde et que son parent ait accepté que la vie soit passée à travers lui. Vous allez me dire, oui, ben, cette dette-là, c'est pas rien et on ne demande pas à l'avoir. Ben oui, mais c'est comme ça. Comment on fait pour éponger cette dette? Monique Bidlowski, elle nous dit que pour éponger cette dette de vie, on doit à son tour faire un enfant ou prendre soin d'eux. Alors, tout le monde n'est pas en capacité de faire des enfants. À ce moment-là, il y a des gens qui vont peut-être s'occuper d'un neveu, qui vont s'investir dans l'enseignement, qui vont peut-être s'investir dans des bonnes œuvres. Bon, avant, je citais l'abbé Pierre en disant que lui, il avait payé sa dette de vie. Le problème, c'est que je pense qu'il a payé pour autre chose que sa dette de vie en plus, donc je ne le citerai plus en exemple. Mais voilà, il y a cette idée de donner sa vie aussi d'une certaine façon. Donc, il y a une première dette que des adultes payent envers les grands-parents en faisant un enfant. Et ici, on voit que du côté adoptif, ben, c'est difficile pour eux de payer leurs dettes à ces gens-ci qui sont leurs parents. Alors, quand je vous dis que c'est un micmac de dettes, je m'explique. On a déjà fait entre parents et grands-parents. Ici, on sera d'accord pour dire que, quelque part, Éléonore est en dette de vie vis-à-vis de ses parents biologiques. Mais ses parents biologiques sont en dette de soins vis-à-vis et de confiance vis-à-vis des parents adoptifs qui ont recueilli Éléonore, si tant est qu'ils le savent. Et les parents adoptifs sont en dette quelque part de parentalité, de statut vis-à-vis des parents biologiques, puisque sans eux, pas d'enfants, et donc pas accès au statut de parent. Entre parenthèses, je ferai un petit mot sur le fait que selon les cultures, le statut de parent ne veut pas dire la même chose en termes de dette. Par exemple, chez nous, on considère que l'enfant est un petit peu au centre de nos préoccupations éducatives. Dans certaines régions d'Afrique, on sait que en fait l'enfant il octroie un statut par le fait de venir au monde et donc que c'est la mère qui est en dette puisque en devenant mère elle a droit à certains privilèges dans la tribu. Donc vous voyez que culturellement l'arrivée d'un enfant ne coûte pas le même prix à chacun. Donc où est-ce que j'en étais moi? Ah oui, donc eux sont en dette vis-à-vis de ceci, mais ils sont en dette vis-à-vis de cet enfant. Parce que sans cet enfant, il ne serait pas parent non plus. Donc on est vraiment dans un méli-mélo de dettes qu'il faut pouvoir reconnaître quelque part. Sauf que c'est pas si simple. C'est pas si simple et derrière la dissimulation des dettes, qu'est-ce qui se passe souvent? Il y a la dissimulation des appartenances. Je vais en finir. Alors, je vais pas vous présenter ça parce que c'est un peu complexe. Je vais faire. Alors, je sais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui aiment les maths, mais je vais vous expliquer quand même rapidement ceci. C'est ce que j'appelle l'économie morale de l'adoption. L'économie morale de l'adoption, c'est on va réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'une tension de loyauté va s'exercer sur un individu et qui va faire que cet individu va avoir du mal à prendre sa place. Eh bien, cette tension, qui est une difficulté de loyauté ou de place,
Ben, elle est agrandie par le numérateur. Alors, petit rappel, le numérateur, c'est ce qu'il y a au-dessus de la barre. Le dénominateur, c'est le diviseur, c'est ce qu'il y a en dessous. Ce qui veut dire que pour avoir une haute tension de loyauté, c'est-à-dire un mal-être avec la loyauté, une loyauté presque aliénante, ben, il faut que d'une part, on vienne d'un milieu très précaire, que ça se sache, qu'on vous fasse ressentir, qu'on vous dise, ouais, mais tu sais, là où t'étais, là où t'es né, c'était pas top top, hein. Puis si on t'avait pas sorti de cette merde, t'y serais encore. Je caricature, évidemment, voilà. Et encore que, il y a des familles où on parle vraiment comme ça, mais il y a cette idée où il y a comme une sorte de logique de propagande, consciente ou inconsciente de la part de la famille adoptive, pour que l'enfant intègre qu'il est né sur un tas de fumier quelque part, que c'est une rose née sur un tas de fumier. Donc il y a vraiment une logique comme ça, consciente ou inconsciente. Si je veux parler de moi, par exemple, je vous le dis, je ne sais pas s'il y avait une bonne ou une mauvaise intention, mais je sais que quand j'étais tout petit, quand j'avais 6 ans, plus ou moins, mes parents m'ont emmené au cinéma, parce que voilà, c'était une sortie au cinéma. Je pense que c'est un des premiers films que j'ai été voir au cinéma. Et ils m'ont emmené voir La Cité de la Joie. Alors pour ceux qui savent pas, c'est un film qui parle des bidonvilles à Calcutta en Inde. Et vous pensez bien qu'un enfant de 6 ans qui voit des lépreux, de la pauvreté, de la famine, des morts, des cadavres et tout ça, quand je suis sorti de là, j'avais envie de tout sauf d'aller en Inde. Et je ne sais pas en quoi ça pouvait être conscient de leur côté. Mais donc il y a l'aspect précarité et puis très très vite il y a la gratitude que l'on attend de l'enfant. Additionner ces deux éléments-là, vous avez une tension sur la loyauté qui est très haute. Qu'est-ce qui fait que ça peut diminuer? C'est le droit à la double appartenance. C'est-à-dire que quand des parents légitiment de manière saine la double appartenance et les ressources de cette appartenance, les choses se vivent un peu mieux. La question de la place se vit mieux. Qu'est-ce que j'entends par le droit à la double appartenance? Ben, ce serait de dire à Éléonore, certes, tu as ta place chez nous, tu es française parce que nous t'avons adoptée, mais tu es aussi coréenne. Et ces deux arbres ont des ressources, peuvent t'apporter des choses et nous t'accompagnerons pour que tu fasses connaissance ou pour que tu colories les deux axes de l'arbre. Et il y a aussi reconnaître les dons reçus, ne pas quelque part discriminer la famille d'origine, essayer d'inviter à plus d'humanisation, c'est-à-dire de prendre le factuel en disant, voilà, tes parents t'ont peut-être abandonné, mais n'était-ce pas de l'amour que de faire le meilleur choix pour toi? Donc il y a à la fois la reconnaissance de la double appartenance et les dons reçus avec leurs ressources. Alors pour terminer, je dirais que finalement la famille, ben, vous le savez, elle ne transmet pas uniquement ce qu'elle raconte, elle va transmettre ce qu'elle protège, mais aussi ce qu'elle tait, ce qu'elle n'a jamais réussi à mettre en mots, hein, ce sont des racines invisibles. Et je pense, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, c'est que le travail thérapeutique, ben, il a pour objectif de permettre à chacun, de permettre à chacune de faire ce qu'Éléonore a réussi à faire, c'est-à-dire de trouver en soi un espace, une place pour s'émanciper en accord avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle a reçu et ce qu'elle donnera comme sens à sa vie. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Quentin. Alors, nous avons eu quelques questions. On va prendre un tout petit temps pour poser ces questions. Et notamment, si tu en es d'accord, donc on avait une question que j'ai reçue auparavant par mail. C'est une question de Sabine. Je ne sais pas si Sabine est là, mais cette conférence est enregistrée et elle va être diffusée sur la chaîne YouTube de l'association. Sabine nous pose la question, elle voudrait comprendre pourquoi certaines personnes se sentent toujours à côté de la plaque. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas de place, mais plutôt une place au bord. Ce type de personnes, par exemple, qui arrivent facilement en retard avant tout le groupe, ou alors qui se perd avant d'arriver. Je pense qu'il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse toute faite à donner. Encore une fois, il n'y a pas de recette hein, pour ce genre de choses. Les éléments que j'interrogerais, moi, si on me posait cette question-là, par exemple, dans le cadre d'un suivi, ce serait de se demander, tiens, le fait d'arriver en retard, si c'était votre meilleur ami, si le retard permanent dans votre vie était votre meilleur ami,
à quoi il vous servirait? C'est-à-dire que vous êtes le matin dans votre salle de bain, vous êtes en train de vous laver les dents devant votre miroir, et à côté, sur le lavabo d'à côté, vous avez votre meilleur ami, là, monsieur en retard de manière permanente, qui vous dit, t'inquiète, aujourd'hui, je fais encore le job. Quel job il fait encore en fait? C'est-à-dire, pour mettre les sous-titres, c'est quelle est la stratégie qui est à l'œuvre derrière ce retard permanent? Je vais vous donner un exemple dans une famille que je n'ai pas suivie, hein, mais qu'une collègue m'avait transmise. En fait, un homme avait de gros soucis au boulot. On lui reprochait aussi d'être toujours à côté de la plaque. Peut-être pas dit comme ça, mais il y avait cette idée que dans les réunions, il n'était pas reconnu véritablement pour ce qu'il disait, il se faisait pas spécifiquement comprendre, mais il s'était fait appeler par la direction parce il arrivait tout le temps en retard. Et il consultait pour ça notamment. En fait, ce qui a été découvert, comme quoi le transgénérationnel est partout et vient s'immiscer un peu partout, même en entreprise, c'est que arriver en retard avait été une stratégie de survie pour son grand-père. Je m'explique. Le grand-père était arrivé à l'heure, puisque c'était quelqu'un de très ponctuel, et avait reçu une grue sur la tête, alors que normalement il devait arriver avec son collègue qui lui est arrivé 5 minutes plus tard. Ça veut dire que dans la famille, quelque part, quelque chose avait sointé d'une sorte de croyance que arriver à l'heure, c'était pas spécialement une bonne idée. Et alors, ce qui est encore plus parlant, c'est que le garçon dont je vous parle, lorsqu'il était jeune, s'il descendait à l'heure au moment du déjeuner, il savait que il devrait quelque part faire face à son père qui était très violent le matin parce qu'il avait un boulot de merde et que son père était violent avec ses frères et sœurs. Et donc quelque part, arriver en retard à la maison comme arriver en retard sur le chantier, ben ça avait été une stratégie de survie. Donc être à côté de la plaque, qu'est-ce que ça vient dire? J'interrogerai quel est le mécanisme qui est à l'œuvre. Peut-être. Et sur la question de l'adoption ou de rupture de filiation, je me demanderais, tiens, mais si on est à côté de la plaque, qu'est-ce que ça fait que d'être sur la plaque? En quoi on se met en danger quand on est sur la plaque? Qu'est-ce qui va, quelque part, nous mettre à mal sur cette plaque? Une plaque, parfois, mettre sa main sur une plaque, c'est parfois un peu brûlant, hein. On a une autre question qui est, tu parles beaucoup de place. Oui. Comment peut-on savoir qu'une personne n'a pas réellement trouvé sa place dans sa famille ou dans sa vie? Donc, comment sait-on? J'ai pas entendu le verbe. Comment peut-on savoir qu'une personne n'a pas réellement trouvé sa place dans Ok. sa famille ou dans sa vie? Ben déjà parce qu'elle va le dire. Qu'est-ce qu'elle observe, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle reconnaît. Moi, par exemple, un truc que j'adore, c'est que quand je suis dans un groupe, que ce soit dans le groupe de théâtre, que ce soit dans le groupe avec les cousins, ce que j'apprécie, c'est que de manière très implicite, tout le monde sait dans ce groupe qui fait quoi, qui est qui. Un petit peu, c'est comme si on avait connaissance du casting et des rôles. Et comme si cette distribution de rôles, bah, elle était très intuitive et que tout était très harmonieux. Alors, il y a des endroits dans ma vie où effectivement, je me sens pas à ma place parce que justement, je n'arrive pas à définir ce rôle. Ou peut-être parce que le rôle que je voudrais avoir, il est déjà pris. Et là, j'ai l'impression que je réponds par une pirouette. Si j'essaie de me recentrer sur ce que la personne me demande, à quoi reconnaître qu'une personne a sa place ou finalement n'a pas sa place, c'est à peu près la même chose, hein, sauf que ce sera l'inverse. Ben, je dirais que elle se sent. Il y a deux choses. Déjà, elle se sent appartenir au groupe, c'est-à-dire qu'elle sent qu'elle partage avec eux quelque chose. Ça peut être de la ressemblance physique, ça peut être une communauté de valeurs ou d'idées, ça peut être aussi une histoire, hein, une expérience vécue ensemble, un combat à mener, ça c'est l'appartenance, c'est ce qui fait que on est lié ensemble par un mythe, hein. Vous savez qu'en psychogénéalogie, on parle du mythe familial, mais il y a le mythe groupal. Et puis il y a une deuxième chose qui fait qu'on a sa place, c'est qu'on a de la richesse. On sent qu'il y a de la richesse dans les relations interpersonnelles. Robert Neuberger, il nous dit qu'il y a 4 types de relations interpersonnelles. La relation nourricière, le fait qu'on va prendre soin de quelqu'un ou recevoir du soin. La relation d'autorité, le fait qu'on va commander à quelqu'un ou obéir à quelqu'un. La relation fraternelle, le fait de partager ou d'être en rivalité. Et la relation amoureuse. Eh bien, quelqu'un qui sent avoir sa place quelque part dans un groupe, non seulement il a le sentiment qu'il partage quelque chose avec son groupe,
et il a le sentiment que ce qu'il met en lien avec les autres, ben, il arrive à le nommer, il arrive à savoir ce qu'il fait. Et peut-être qu'il fait plusieurs choses, mais en tout cas, c'est ça qui fait qu'il sent qu'il a une place. Dans le chat, mettez vos réclamations si je réponds pas bien. On a d'autres questions. On n'a plus beaucoup de temps non plus. Bon, il y a une question qui dit peut-on se sentir abandonné alors qu'on a été aimé et correctement élevé? Oui, oui, oui. Bah, c'est Saverio Tomasella qui écrit là-dessus, hein. Il y a, avant de parler d'abandon, il y a le sentiment d'abandon. Le sentiment d'abandon et l'abandon réel, ce sont deux choses bien distinctes, mais elles partagent en même temps la même faille narcissique. Je vais m'expliquer. Dans l'abandon réel, il y a effectivement une intention de se débarrasser d'un enfant, ou en tout cas de l'offrir, ou de le abandon, en fait, excusez-moi, mais c'est parce que j'ai plusieurs idées en même temps. D'un point de vue étymologique, on remonte à l'Antiquité romaine, on mettait à l'abandon des enfants qui n'avaient aucune ressource. Et généralement, dans l'histoire, vous allez voir que les enfants qui sont mis à l'abandon, on va mettre même quelques petites ressources pour qu'on prenne soin d'eux, pour que la personne qui les trouve puisse quelque part avoir un minimum, un bijou pour le faire vivre quelques jours. Et donc, dans cet abandon, il y a vraiment une volonté de je ne m'en occuperai pas. Je ne m'occuperai pas de toi, je ne suis pas en mesure de t'occuper de l'enfant, enfin de m'occuper de l'enfant. Dans le sentiment d'abandon, il y a quelque chose où l'enfant sent qu'il ne peut pas compter sur son parent de la même façon. Il y a quelque chose qui fait que il ne peut plus compter sur lui, qu'il a peut-être déçu, peut-être qu'il ne convient pas entièrement tel qu'il est. C'est comme si l'amour inconditionnel que l'on recevait de la part de nos parents, à ce moment-là de notre vie, il n'était plus là. Il se dérobait sous nous. Et je parle de faille narcissique. Pourquoi? Ben parce que ça, le fait de développer une personnalité abandonnique, ben ça vient de là en fait. À partir du moment où l'enfant intègre qu'il ne convient pas à l'autre, qu'il ne convient pas aux parents, soit en se faisant une petite histoire en disant on m'a abandonné parce que je ne valais rien, ou on m'a laissé tomber parce que je n'étais pas celui qu'on attendait, cette faille narcissique, elle va faire que généralement, et c'est général, mais en fait, parfois, les personnalités abandonniques vont aller chercher des pervers narcissiques. Je sais que c'est un truc à la mode, mais en tout cas, on va être en lien avec la perversion narcissique. Mais ça, j'en parlerai dans le séminaire d'octobre sur l'abandon. Oui, Tu as une autre question. Peut-on appartenir à plusieurs mondes sans devoir choisir entre eux? j'espère. Alors, ça pose évidemment de gros défis, hein, ça demande certains bricolages, effectivement. Après, il y a des mondes qui se combinent très très bien, hein. Même politiquement, il y a des mondes qui vont très très bien ensemble. Mais ce bricolage-là, les enfants métis le connaissent très très bien. Les gens qui habitent Marseille et qui supportent le PSG, ben, ils n'ont pas trop le choix, ils doivent faire avec aussi. Mais l'idée, c'est quand même de se dire, tiens, est-ce que je suis dans une posture de revendication presque communautaire où on va prendre chaque fois, ah oui, mais quand tu es arabe, tu es ceci, quand tu es juif, tu es cela, ou est-ce qu'on va essayer de faire un maillage des deux qui n'est pas communautaire, mais qui est plutôt multiculturel? On est vraiment dans deux positions différentes. Alors, je sais que là, je suis parti sur la culture, qu'on m'a parlé de groupes sociaux, et qu'en termes de famille, ben, il y a ça aussi dans la dimension transculturelle, c'est comment on peut reconnaître cette double appartenance avec les ressources qu'elle implique. Merci Quentin. Et puis, j'aimerais volontiers te poser une question qui sera sans doute la dernière, étant Oui, donné le tour de ton horloge, aussi puissant que celui de la boussole. Qu'est-ce que tu nous dis de l'épigénétique, de la famille biologique et de l'absence de cette épigénétique-là dans l'enfant adopté et de la difficulté qu'il peut avoir à reconnaître l'oncle du boulanger, par exemple, puisqu'il y manque cette histoire inconsciente et transmise sur le plan épigénétique, même pas génétique, épigénétique. ok. Donc rapidement, l'épigénétique, pour ceux qui, voilà, celles qui sont pas au clair avec ça, la différence entre l'épigénétique et la génétique, c'est que l'épigénétique, c'est plutôt une sorte d'interrupteur on-off sur l'expression des gènes. Ok? Ça veut dire que, par exemple, on pourrait poser l'hypothèse qu'une personne qui aurait eu des disettes, qui aurait connu de la famine importante à plusieurs générations au-dessus, pourrait
quelque part, dans les transmissions épigénétiques, avoir une certaine propension à stocker plus de graisse qu'une autre personne. Pourquoi? Ben, parce que si le corps ou si la famille et les transmissions ont intégré le fait qu'il faut stocker pour survivre, l'épigénétique peut effectivement agir. Et en fait, je mettrais pour les personnes qui sont adoptées et qui n'ont accès à rien du tout dans leur dossier d'origine, je mettrais l'épigénétique comme une ressource, mais aussi la contextualisation, c'est-à-dire l'approche complémentariste de Georges Devreux qui dit, quand vous avez un individu, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est joué dans son berceau d'incarnation, quel a été le projet sens de sa vie, et surtout quel était le contexte socio-économique qui a peut-être précipité l'abandon. Ça permet de remettre du réel sur les choses. En tout cas, je sais que pour mon processus personnel, comme je n'avais accès à quasiment rien, il a fallu avoir recours au réel et au contexte. Merci Quentin, c'était une conférence extrêmement intéressante. Le cas d'Éléonore était particulièrement parlant. C'est un réel cas d'école sur lequel tu as bien fait d'entrer en rédaction. C'est vraiment quelque chose qui a été fort pour nous. Dominique? Oui, vraiment très intéressant en tous les cas. Chaque fois, je te découvre toujours un peu plus et c'est vraiment un plaisir de partager en tous les cas. Pour tous ceux qui sont inscrits à l'association, à la newsletter, nous vous annonçons la prochaine conférence qui sera le 23 juillet. 23 juillet. Et cette conférence-là qui est enregistrée sera sur la chaîne YouTube. Nous vous J'aimerais souhaitons... dire quelque chose. Oui, Juste, vas-y. c'est parce que j'ai pas vendu mes tapis, mais je sais que ça se fait pas. Mais voilà, juste rapidement, pour les gens qui sont intéressés par le sujet, il y aura un séminaire de 2 jours, le 17 et 18 octobre. Vous retrouvez toutes les informations sur le site et sur notre page Facebook. Voilà, j'en dis pas plus. Et puis, vous aurez les mêmes informations sur le site d'Arbre d'amour et d'alchimie. Il suffit de nous les faire passer, Quentin, et on va les distribuer à tout le monde. Elles seront à disposition. Merci beaucoup. Avec un joli article, ça me fera un plaisir de le transmettre. Et on fera une belle illustration. Dominique est très douée pour ça. Ouais, je vois ça. Nous vous souhaitons une belle fin de soirée, un très beau début d'été. Bonsoir à tous et merci en tous les cas de votre présence et merci à Quentin et Anaïs. Merci et au revoir à tous. Merci. Ils s'en vont ou ils s'en vont pas? Dominique et Noël, vous voulez qu'on se fasse un point dans les jours qui arrivent ou maintenant tout de suite? Qu'est-ce que vous préférez? On va attendre que tout le monde soit parti si tu as 2 minutes et puis on va faire un Ok. tout petit bruit tous les trois. Très Et bien. puis on salue bien tous ceux qui sont encore là et qui tranquillement vont aller passer une soirée en famille. Et s'ils nous entendent encore, ils peuvent nous faire un retour, n'hésitez pas. Oui. Vous habitez loin l'une de l'autre? Je sais jamais. On est un peu à l'opposé de Lyon. Mais Ah en ouais. fait, il y a une ligne directe. Oui, le métro, ça va. Ok. Bon. Alors, Si pas, je génère une autre réunion et on va sur l'autre réunion si vous voulez, hein. Oui, si tu veux, on peut faire ça aussi. Il suffit que je repasse un lien tout de suite. Il y en a pour 3 il y en secondes. a. Mais putain, il me Non, semble mais ça y est, André est parti.
Charlène est en train aussi de s'en aller. Puis on a un iPad Pro là qui n'est pas à 2 secondes. Dans le chat, tu as pas mal de remerciements. Oui, Tu je as vois beaucoup ça. de salutations. Les gens sont contents. Tout le monde est content. C'était une... Merci Quentin, encore passionnant. Ah, c'est gentil. Ça fait plaisir. Conférence. Merci pour l'organisation. Bon, ça, on n'a pas fait trop de bêtises. On ne sait pas tout faire, mais on finira par apprendre. Hein. Pas Mais de souci. franchement, c'est super fluide, hein. Vous vous débrouillez comme des chefs, hein. Trop bien. Je crois que c'est Zoom qui est très intéressant quand même Oui. et qui Ouais. permet de faire des réunions très, très intéressantes. Bon. Vraiment. Pour toi, c'était comment? Bah, moi, c'était assez fluide. J'avais peur d'ennuyer les gens, en fait. Je trouvais que je donnais peut-être trop de détails et c'est pour ça que j'essayais de les faire participer de temps en temps. Mais alors, c'est très frustrant aussi de ne pas pouvoir faire intervenir tout le monde parce que je vois bien sur leur tête qu'ils sont déçus. Mais voilà, c'est comme ça, c'est comme en classe, c'est ainsi. Donc voilà. Mais c'était une excellente idée d'intercaler de l'expérientiel, de la participation et de revenir à ton sujet. Ça rendait les choses extrêmement dynamiques, extrêmement fluides. Le cas d'Éléonore est un cas très intéressant, magnifiquement bien présenté. Moi, je crois que c'est bien, tu as vraiment l'habitude de faire des conférences, Quentin. Bah, j'ai l'habitude de faire des formations, mais conférences, non. Mais bon, en formation, c'est plus ou moins pareil, hein. Donc voilà. Oh, oui, c'est plus ou moins pareil. On va juste un peu moins loin dans le sujet et on Ouais. essaye de donner la parole à tout le monde. C'est bien. C'est très bien. Bon. Bon. En fait, il y avait 38 personnes, Mais ah ouais? Ah, super. Ouais, y compris mon ordinateur et le tien. Il y avait 38 ordinateurs branchés, puis peut-être qu'il y a des ordinateurs qui étaient branchés sur 2 ou 3 spectateurs. Donc, à mon avis, tu as touché une quarantaine de personnes ici. C'est très, très bien. Vraiment, c'est bien. oui, moi aussi, c'est un beau succès. Moi, je suis content de vous avoir accompagné sur ce premier événement. Bah, c'est chouette. Franchement, bah, déjà, merci, hein. Merci beaucoup. Et puis, félicitations à vous parce que ça demande de l'énergie et vous avez mené ça comme des vraies patronnes, quoi. À votre juste Ouais. place. Bah, je ferai un article après sur celui, à moins que tu en aies un à me faire passer après, tu verras, comme tu veux. Et ma prochaine newsletter sur Arbre d'amour, je mettrai, etc. Je ferai un Ok. petit résumé, puis je mettrai votre site, etc. quoi. Ce qu'on va faire maintenant, une fois qu'on se sera quitté, c'est que l'ordinateur va me donner la transcription audio Ouais. et vidéo de cette conférence et on va te l'envoyer tout de suite. Je vais te l'envoyer à toi et on va la mettre sur un disque dur et on va la garder. Je vais te l'envoyer à toi et tu sauras faire. Ok. Et si par la suite vous avez besoin que je vous envoie mon PowerPoint pour avoir plus de clarté sur les visuels, je le ferai aussi. Mais oui, c'est une bonne idée. Un petit coucou et je vous laisse. Je dois aller chercher Biad au cinéma. Passez une bonne soirée. Félicitations pour l'organisation. Merci beaucoup. Félicitations à tous les deux. Hein. C'est bien, vous faites du beau travail ici. Merci Anaïs. Bonne soirée. Ok, ben alors on fait comme ça. Oui, et on espère que tout va bien se passer quant à la retranscription. Comme ça, on verra après si on a été. D'accord. Bon, je t'embrasse, Dominique aussi, Moi je aussi, je suppose. vous embrasse fort. À Encore bientôt. merci. Et merci encore pour les fleurs, hein, Quentin. Ah oui, c'est rien. Ok, ça va. Au revoir. Au revoir.